Alors, bonjour à tous, on se retrouve encore pour un nouveau podcast. Ouais, j'ai le même t-shirt, hein, ok. Qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de trucs, de transhumanisme, il a dit Jules. Et puis, moi, je vais vous faire un petit rappel. En fait, je vous explique, à chaque fois qu'on fait un podcast, moi, à chaque fois, je fais des vocaux à Jules et je lui dis, ah merde, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Et ça fait l'intro du podcast d'après. Donc là, je vais faire l'intro des trucs que j'ai oubliés un peu la dernière fois. Alors, la dernière fois, on a parlé, ouais, je vous ai parlé du jeûne un peu. Je vous ai pas trop parlé de l'hygiénisme, qui est un courant qui est basé sur le respect et la vie en harmonie avec les principes des lois naturelles, des lois du vivant. Donc ça touche forcément à l'alimentation, les nettoyages, donc le jeûne, l'exposition au soleil, la respiration, les bains chauds, les bains froids, tout ce genre de choses. La marche, le sport, bref, tout ça. Et il y a aussi, je voulais parler un peu de son approche face à ce qu'on appelle la maladie, parce que on n'a pas conscience en fait que tout ça c'est des modèles en mode, voilà, le modèle actuel et que tout le monde connaît de la médecine, c'est quoi? C'est allopathique, il me semble. Bref, de la médecine que vous connaissez, de vous allez chez le médecin. C'est, il y a un symptôme et ce qu'elle fait, c'est traiter le symptôme. Bon, Hmm. je vais pas dire que ça marche pas, ni qu'elle est mauvaise. Encore une fois, on est enfermé dans un dogme de médecine et alors qu'il y a d'autres modèles qui existent, d'autres manière de voir les choses, de voir la vie, parce que c'est pareil, le système immunitaire, c'est aussi entre guillemets un modèle, parce que je vais vous expliquer le modèle de l'hygiénisme. Vous allez voir qu'on peut voir les choses différemment. Et moi, je vous parle que d'hygiénisme, hein, vous allez voyager à travers le monde, médecine chinoise, tout ce que tu veux, les Indiens, des tribus, il y a mille et une choses à découvrir. Et donc, l'hygiénisme, il s'intéresse pas aux symptômes, mais à la cause. Et ça n'a pas de sens de soigner le symptôme, vu que si tu soignes juste le symptôme, en final, t'as rien réglé. Il va réapparaître plus tard, parce que tu ne seras pas intéressé à la cause. L'hygiénisme, il voit le corps dans sa globalité, un individu, c'est indivisible, et pas en système et en petites parties. C'est pas le foie d'un côté, les reins là, la tête là. C'est ce qu'on appelle une médecine. Une médecine, il a une approche dans sa médecine qui est holistique, c'est-à-dire considérer le corps dans son ensemble, comme la médecine chinoise ou l'ostéopathie ou ce genre de choses. Et donc, ce qu'il faut comprendre, je vous parlais de toxines la dernière fois, c'est que le corps, il a deux sources de toxines, endogènes et exogènes, donc qui viennent de l'extérieur du corps avec principalement ce qu'on mange, l'air qu'on respire, tout ça, et endogènes du fait de la simple vie cellulaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des toxines dans le corps qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, vu qu'on fait pas de nettoyage. Et quand notre niveau de toxémie dépasse ce qu'on appelle notre seuil de tolérance toxinique, c'est là qu'on a une crise d'élimination. Et c'est quand on dit qu'on est malade. Genre la grippe, le Covid, pour ne pas citer, tout ça. En fait, c'est parce que ton corps, il est trop sale à l'intérieur, il va prendre automatiquement, quand il voit qu'il est trop sale, des virus et des bactéries pour s'en servir, pour se nettoyer, pour avoir de la fièvre et combattre le truc, pour justement plus du tout avoir faim, pour le mettre dans un état de léthargie et de jeûne. Tout ça, un état pour se nettoyer. Parce que les virus et les bactéries, ils sont en permanence autour de nous. Il y en a tout le temps partout. Et pourtant, en fait, il va les prendre quand on est trop sale.
Hmm. et pour abaisser ce seuil de toxine en dessous du seuil de tolérance toxinique, et puis après, voilà, jusqu'à ce que tu te réencrasses et tout ça. Et le truc, et ce qui est malheureux, c'est que en s'intéressant aux symptômes et pas à la cause de pourquoi on est malade, et en étant dans une médecine qui justement ne favorise pas l'élimination et qui juste combat le symptôme, et bah ce qui va se passer au fur et à mesure qu'on va vieillir, le corps bah il va devoir contre son gré augmenter son seuil de tolérance à la toxine. Donc on va tomber entre guillemets de moins en moins malade. Et ce qui se passe, donc ça c'est la force de réactivité somatique, c'est quand ton niveau de toxémie dépasse ton seuil de tolérance à la toxine, c'est la force avec laquelle le corps il va avoir une crise d'élimination. C'est-à-dire que l'enfant, il a un seuil de tolérance toxinique très bas. Dès qu'il a un petit peu trop de toxines, vu qu'il est tout neuf, il a une super grosse crise, 42 de fièvre, éclaté au sol, mais c'est très court, ça dure 2 jours, 3 jours. Et hop, c'est bon, il est nettoyé, il va parfait. L'adulte, il a un seuil de tolérance à la toxine, ce qui devrait pas, hein, on est d'accord, qui est plus haut. Et quand il est plus haut, ce seuil-là, que le niveau de toxémie le dépasse, la réactivité somatique, la force avec laquelle le corps va éliminer et déclencher une crise, elle est moins forte. Elle est moins forte et elle dure plus longtemps. Voilà, ça va durer une semaine, ça va traîner, et on va encore avoir la gorge qui gratte, le rhume. Alors que l'enfant, c'est terminé depuis belle lurette, hein, il est re tout neuf et c'est parti. Et la personne âgée, là, la réactivité somatique, elle est complètement éclatée. C'est-à-dire que le corps tolère une énorme dose de toxines avant de déclencher une crise, et c'est une pseudo-crise. Et au final, on est dans un état dit chronique où on est constamment entre crise, pas crise, et c'est des crises qui sont pas fortes. Et du coup, on est dans un état à moitié malade tout le temps, et en plus de ça, bourré de médicaments et d'antibiotiques et tout ce que tu veux. Et donc, c'est cette approche-là et ce modèle-là que propose l'hygiénisme face à la maladie. C'est qu'il y a des virus et des bactéries, il y en a partout. C'est des organismes sont là depuis bien avant l'homme, donc t'inquiète pas que s'ils sont là, c'est pas pour rien. Et essayer de les combattre, ça n'a pas de sens en fait. Ils sont juste là, il faut comprendre pourquoi. Et l'hygiéniste l'explique de cette manière, c'est que quand le corps est trop sale, il va s'en servir. C'est-à-dire que là, il y a le Covid là sur ma peau, hein. Il y a la grippe et tout, hein. Pourtant, je suis pas malade. Je vais l'être quand mon corps a besoin de se nettoyer. Attends, vous croyez que à la salle de sport, à me rouler par terre, quand vous entraînez sur le sol, sur le bitume et tout, il n'y a pas mille et une bactéries et virus? Et bien sûr que si. C'est juste que vous tombez malade quand votre corps a décidé de se nettoyer. Et au contraire, genre, on essaie de combattre la maladie et de stopper à tout prix les symptômes, mais c'est bien de tomber malade. C'est super bien. Moi, je suis super content quand je suis malade, et je suis malade très fort et pas longtemps. Ça dure 2 jours, ça dure une journée. Mais c'est une journée, je suis paralysé dans le lit, j'arrive pas à marcher et j'arrive pas à me lever. Et j'ai plus de 40 de fièvre. Parce que, vu que je fais des nettoyages, je conserve un seuil de tolérance toxinique très bas. C'est-à-dire que dès que mon corps il est encrassé, et bah hop, j'ai une crise d'élimination, mais j'ai une crise d'élimination et de détoxination qui est forte, comme l'enfant, mais qui dure pas longtemps. Et puis après, c'est bon, c'est reparti. Je jeûne, bien sûr, je mange pas parce que j'ai pas faim. Ça sert à rien de manger si on n'a pas faim, hein, encore une fois. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour là. Et alors c'est intéressant. Et si on pense à Jean-Michel, qui lui Ouais. est malade grave souvent et il a tout le temps la goutte au nez, et c'est vraiment horrible pour lui, et qui a un taux de toxicémie beaucoup trop haut. Et mais il veut améliorer sa situation, tu vois. Et vraiment, il se dit bon, ça va plus du tout là. Je veux être comme Nico et je veux ne tomber malade une fois fort. Et au moins, Je suis malade en moyenne une fois par an. voilà. Et l'année dernière, je l'ai pas été et ça m'avait étonné et je l'ai été en début d'année. Voilà, j'étais cloué au lit pendant 2 jours.
C'est noté sur mon calendrier. Et regarde, attends, vas-y. Le Alors carnet là, des maladies. non, 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 mais regarde, je te mytho pas, je te mytho pas. Ici, là, en vert, c'est les endroits où je mange pas. Et ici, tu vois, là, j'ai été malade. Donc, j'ai pas mangé. Et là, mon gars, ces 2 jours-là, j'étais paralysé. Voilà, en vert, c'est tout le jeûne qu'il y a eu cette année 2024. Ah, tu annotes ça, Ouais. c'est vraiment sympa. En janvier, il y a eu 3 jours. En février, il y a eu 5. En mars, il y a eu 5. Et Avril, ça, 7. Mai, 7. Juin, 6. Juillet 5, août 17. Bon là c'est pas mal, vous oula. inquiétez pas. Mais du coup ouais, tu vois en moyenne, sans faire exprès, j'ai toujours 5 jours, 7 jours de jeûne par mois en stats. Ah ouais. Et c'est un truc qui augmente d'année en année ou? Cette année particulièrement oui. Sinon je sais que j'ai au moins 20-25 jours de jeûne cumulés dans l'année. Hmm, ok. Bon cette année je vais péter mes records, Oui, bah oui. Déjà avec le jeûne de 21 jours. hein. Ouais. Et Ça serait sympa que je hit les 40 voire 50. Mais tu ouais, vois bah, c'est ça aussi, c'est que et du coup, pour répondre attends, oui, bah, je vais répondre comme ça. Pour répondre à ta question, Jean-Michel qui veut améliorer ce truc-là, c'est et justement en baisser faisant, son en seuil de faisant des toxicémie. nettoyages. Ouais, tu peux le rebaisser en faisant des nettoyages et des purges et tout ça. Ça va le rebaisser et après, donc, bah, tu vas tomber malade bah, moins souvent, mais quand tu vas tomber malade, tu vas tomber malade très fort et ça va être très court. Mhm. Et au contraire, même, enfin, on n'a pas les bons gestes en fait quand on est malade et qu'on a des rhumes, des trucs. C'est pas prendre quelque chose pour cacher le symptôme, c'est s'intéresser à la cause de pourquoi on est malade. C'est pas j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, c'est comprendre pourquoi est-ce que t'as mal à la tête. Ah bah j'ai passé 10 heures sur l'ordi à geek, bah voilà, c'est tout. C'est parce que je mange mal, parce que je digère pas bien. La digestion, c'est un des piliers de l'alimentation. Enfin, ouais, c'est tous les trucs comme ça. Maintenant, je suis pas en train de dire que la médecine traditionnelle c'est de la merde. Tu te pètes le bras, je vais pas te dire de jeûner. Tu vois, tu vas aux urgences, on en perd, on met des broches, on met des trucs. C'est excellent pour ça. Mais encore une fois, quand on fait de quelque chose notre sacro-saint et qu'on en fait un dogme, bah la vérité elle se trouve vraiment aux extrêmes et souvent bah c'est bien de la merde. Donc c'est avoir cette philosophie-là de caisse à outils en fait, et que chaque outil il a une utilité et on peut pas tout faire avec un outil. Ça me fait aussi énormément penser aux blessés du street, qui sont de plus en plus nombreux. Et, par exemple, hier à l'entraînement, tu demandes à n'importe qui s'il est blessé ou s'il a une douleur quelque part, il va te dire que oui. Donc, est-ce qu'on peut parler un peu, bah, on peut analyser un peu pourquoi est-ce que tous les streeters sont blessés. Est-ce que c'est un truc où on peut rien y changer, c'est parce que le sport est d'une telle manière et que voilà, ou alors on a un pouvoir là-dessus. Euh, ce que je voulais dire, c'est par rapport au seuil de toxicémie des blessures et bah, du coup de toutes les douleurs qu'on peut avoir et des inflammations. Souvent, on va se dire, ok, je suis inflammé, j'ai mal, il me faut de l'anti-inflammatoire. Il faut que j'enlève l'inflammation, car je suis inflammé, du coup j'ai mal. Donc c'est ce que se disent les gens de manière générale. Euh, Sauf que, comme tu l'as bien expliqué, quand tu as une fièvre, quand tu es malade, tu as la fièvre, tu transpires, tu as chaud, tu élimines des toxines via ta transpiration. Et via cette élévation du corps qui est bah, ton corps il a besoin d'élever ta température corporelle pour éliminer les toxines et pour faire que tu ne sois plus malade en fait. Si t'as pas de fièvre, t'es pas malade, ou alors si t'es malade et que t'as pas de fièvre, bah il y a un problème, tu vois. Donc cette inflammation suite à trop de volume, trop d'intensité, trop d'entraînement, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que il faut prendre des anti-inflammatoires et enlever l'inflammation? Bah là, on sera en train de se dire, bah non, peut-être que ça serait peut-être plus intéressant de laisser l'inflammation. Mais est-ce que ça veut dire ne rien faire et laisser cette inflammation, ou est-ce que il y a quand même des possibilités d'action? Comment gérer ces blessures et ces inflammations, tu vois, pour faire en sorte de pouvoir se rentraîner et ne plus avoir mal?
Bah oui, c'est que il y a de l'inflammation parce que vous avez une tendinite. L'inflammation, si vous mettez de la glace pour pas la voir, ça n'a pas de sens en fait parce que elle est justement là pour quelque chose, l'inflammation. Et ça, Alexis Beck, il en parle très bien. Et puis même de plus en plus de kinés, ostéos sur les réseaux, ils sont un peu plus dans cette approche-là de moins combattre le symptôme, mais plutôt s'intéresser à la cause. Après, c'est pareil, il y a mille et mille cas de figure parce que on va aussi toucher à un aspect psychosocial et surtout psycho qui a son importance. Si mettre de la glace et t'anesthésier, ça te permet bah, du coup de t'entraîner alors que tu ne serais pas pouvoir entraîner sur la douleur. Mais vu que tu peux t'entraîner, tu es dans un mindset et une philosophie où tu te sens mieux que si tu t'étais pas entraîné. Bah au final, il vaut mieux peut-être t'entraîner en mettant de la glace, même si ça résout pas le problème instantanément plutôt que truc. Tu vois, c'est l'aspect psycho et forcément il rentre en jeu et là ça devient très compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que si on s'intéresse pas à la cause et on fait pas de la réhab et qu'on s'intéresse pas directement au truc, plutôt que juste d'essayer de prendre un antidouleur ou un truc à vie, bah non, ça va juste aggraver le truc et au final ça va péter et le jour où vous avez pété, vous avez même plus rien pouvoir faire en fait. Hmm. Ok. Donc c'est comprendre Et que voilà ponctuellement où t'as une compète, tu vois, tu t'es en préparation. Putain, je me suis fait une tendinite il y a 2 semaines. Bah mec, tu vas pas annuler ton échéance en fait. Ton échéance, tu vas y aller et va falloir justement à tout prix s'intéresser aux symptômes, en tout cas le juste l'annihiler complètement ou le plus possible pour pouvoir te permettre de faire ton échéance. Et après, par contre, il faut pas du tout rester dans cette dynamique-là. Il faut vraiment s'intéresser à la cause et traiter la cause. Donc tu vois, oui. c'est toujours pareil. Il y a du bon et du mauvais partout. Hmm. Moi, par exemple, à titre personnel, je sais que des fois j'ai des douleurs, des blessures. Avec toutes les années que j'arrive à plus ou moins m'adapter, savoir comment faire, comment gérer mes entraînements, mon intensité, mon volume. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, je vais pas leur allouer trop de disponibilité mentale, tu vois, d'espace mental, parce que sinon, en fait, tu deviens névrosé et là, tu donnes trop de place à une blessure. Et en fait, au fur et à mesure du temps, elle passe. Et c'est fou, mais ça fait quelques années que c'est comme ça et je gère super bien, en fait, les blessures comme ça. J'en ai plein qui viennent et qui repartent et qui deviennent jamais trop graves, et qui m'empêchent pas réellement de progresser ou de, tu vois. Il y a un équilibre qui se fait et c'est comme si j'avais un feeling et c'est comme si j'étais dans un océan, tu vois. Et c'est la tempête. Soit tu essaies de te débattre de toutes tes forces et d'aller à contre-courant pour atteindre l'île, mais du coup, tu vas te faire renverser, tu vas boire la tasse, ça va t'amener au fond de l'océan et tu vas canner. Ou alors, tu dis, ok, bon là, je suis dans la merde, je suis au milieu d'un océan en tempête, les éléments sont trop forts. Il y a trop de paramètres qui sont difficiles à gérer et tout. Donc, en fait, je vais me laisser bercer par les vagues. Et peut-être que tu vas finir sur la plage, tu vois. Il y a un monde où tu finis aussi coulé, tu vois. Mais euh, j'aime bien voir ça de cette manière-là aussi, tu vois. Ouais, genre elles Il y sont a... là, t'as pas le choix, tu fais avec tout sans faire le con, et puis elles finissent par passer. Exactement. Bah et Ça veut pas, après vas-y. ça veut pas dire ne rien faire, ça veut pas dire ne pas bien manger ou ne pas essayer d'améliorer plein de trucs. Juste dire, ok, il y a ça qui arrive, j'en prends conscience, je fais gaffe, mais en même temps, je ne fais pas rien et je n'arrête pas les trucs, juste j'adapte et je vois. Et généralement, en quelques semaines, ces trucs vont se résorber en fait. Ouais. L'aspect être proactif et pas rien faire, ça c'est sûr. Bah, surtout pour les blessures de street, hein, je parle. Dans la majorité des cas, on peut continuer de s'entraîner et il faut continuer de s'entraîner. Mais c'est ce que dit Jules, il faut réussir à adapter et à construire autour de ça. Voilà, diminuer les entraînements, enfin, mais faut rester proactif là-dedans
et aussi en recherche de solutions et même du côté mindset, ça va vous apporter. Mais rien faire du tout, tu fais rien du tout à la suite de ta blessure qui est très grave pendant 5 semaines, enfin 5 jours, une semaine, ok. Mais très vite, il faut rester actif ou voilà, ou sauf blessure vraiment extrême, arrachement tendineux, oui, bah là, forcément, tu fais rien du tout et t'attends, mais il faut faire dans tous les cas. Parce que si tu fais jamais, bah ça va pas revenir comme avant, ça c'est clair. Et par rapport à tous ces athlètes blessés, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est lié au street de manière sûre et certaine, ou est-ce que c'est lié à des facteurs externes, plus à la société d'aujourd'hui, à l'alimentation qui change, à une alimentation de plus en plus transformée, et tous ces jeunes qui font du street et qui s'en battent les couilles, tu vois, qui mangent des bonbons pendant le training, des trucs, enfin, bref, qui s'en foutent, tu vois. Est-ce que il y a de plus en plus de blessés? Bah moi je vois dans mon sport, les autres sports je sais pas parce que j'en fais pas partie. Mais est-ce que c'est lié à notre société qui évolue de cette manière et qui pousse le mode de vie contre l'hygiénisme, on va dire, euh, ou est-ce que c'est un truc inéluctable qui fait partie du street et que c'est un sport qui fait que du coup les gens se blessent et parce que ils ont pas de coach, parce qu'on n'est pas encadré, parce que euh, Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est possible de faire du sport sans douleur. Alors, dans une moindre mesure, c'est normal d'avoir, quand on s'entraîne à ce niveau-là, c'est normal d'avoir tout le temps mal quelque part, hein, faut pas se le cacher, mais de là à avoir mal en faisant vraiment des entraînements dans la douleur, et d'avoir vraiment des sérieux handicaps pour des mouvements du quotidien, non. C'est pas normal d'avoir aussi mal. Maintenant, pourquoi est-ce que ça se voit autant avec le street? Parce que le street, c'est un sport antiphysiologique au possible. Alors à quel moment un singe il est fait pour faire des planches et des maltesses comme ça? Genre, c'est à des années-lumière de ce pourquoi on est fait. Tu vois, on est fait pour en premier marcher, en deuxième courir. On est devenu bipède justement pour ça. Et toute notre anatomie, là, elle est basée là-dessus, sur ce système de course à pied, de fessiers, et bref, tout ça, et de l'antéversion du bassin par rapport au quadrupède, etc. Et lancer, sauter, courir, escalader, tout ça, le corps humain, il est fait beaucoup plus pour ça. Donc c'est sûr que pour le street, déjà, ça part pas d'une super base. Et en plus de ça, quand tu rajoutes tout ce mode de vie et de société qui est à l'opposé de vivre en accord avec un minimum de loi naturelle, bah bien sûr que là, tu as le meilleur mélange pour être blessé vraiment tout le temps et d'être bourré de tendinite et d'avoir mal tout le temps en fait. Hmm. Et ton corps, c'est juste une inflammation vivante. C'est Et vrai, hein. ça permet d'introduire un peu le prochain thème dont j'avais envie de parler, le transhumanisme. Euh, Attends, juste avant, je termine sur mes petits rappels. oui, ah oui, vas-y. Donc là, je vous ai fait les principes de toxémie, d'énergie vitale, les crises d'élimination, de l'approche qu'apporte l'hygiénisme face à la maladie, et le principe de, bah, même dans votre vie, hein, là, je vous parle de maladie entre guillemets, mais c'est partout pareil, c'est s'intéresser à la cause plutôt qu'aux symptômes. C'est encore une fois, hein, c'est du bon sens, mais c'est pas des choses qui sont dans notre éducation et encore moins dans l'éducation sociétale, je dirais, qu'on a aujourd'hui. Petit rappel sur le jeûne, je vous ai parlé la dernière fois, je vous ai découpé le jeûne en 3 périodes. Le jeûne court de nettoyage de 0 à 7 jours, de 7 à 21 jours, jeûne moyen dit de rénovation organique, et jeûne long de 21 à 40 jours dit de réajustement fonctionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme les filières anaérobie, lactique, alactique, endurance, cycle de Krebs. C'est pas parce que vous faites un effort de 10 secondes que vous êtes il me semble que c'est aérobie ou anaérobie, je sais plus, lactique ou alactique, et pas du tout les autres filières énergétiques. C'est pas dès que vous dépassez 2 minutes, hop, c'est de l'endurance. Non,
C'est encore une fois, il y a de la nuance et c'est pas parce que vous êtes à 5 jours de jeûne que votre corps il va pas se rénover et guérir des tendinites et des trucs à l'intérieur de votre corps et régler tout ça. C'est nuancé et puis ça dépend aussi d'où on part, de ce qu'on a à nettoyer. Voilà, quelqu'un qui est très propre dès 7 jours de jeûne, et bah il va nettoyer, qui va commencer à déjà réparer ses organes, alors que quelqu'un d'autre qui a jamais jeûné de sa vie, bah, au bout de 15 jours de jeûne, le corps, il va peut-être même pas encore s'attaquer à rénover les organes, il va toujours être en train de se nettoyer. Donc c'est cette nuance-là toujours qu'il faut avoir à l'esprit. Et surtout, en jeûne, vous rappelez-vous, hein, je vous ai dit, c'est le corps qui fait, et vous ne choisissez pas ce que votre corps fait à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à double tranchant de jeûner pour un objectif. En mode, j'ai une tendinite là, je jeûne, je vais jeûner, ok, une semaine, 10 jours pour ça. Je jeûne et ma tendinite, elle a pas disparu. Putain, c'est de la merde, Nico, ton jeûne, ça marche pas. Non, parce que tu décides pas ce que ton corps il fait et ton corps, s'il a pas guéri ta petite tendinite de merde, c'est que avant, il avait d'autres trucs beaucoup plus importants sur sa liste à faire. Voilà, ça c'est le petit aparté jeûner avec un objectif. Et aussi, je mets de la nuance dans ce que je dis sur l'approche de l'hygiénisme, c'est que vous avez beau tout bien faire, voilà, vous avez beau être hygiéniste pur et dur, 100%, ce que tu veux, manger parfaitement, faire tout bien, ça veut pas dire que vous aurez pas de cancer, ça veut pas dire que vous avez pas de soucis de santé, parce qu'encore une fois, c'est un modèle et que s'enfermer dans un modèle, c'est rarement la vérité, mais aussi parce que il y a certaines génétiques, déjà, quand je dis qu'on a que ce qu'on mérite, c'est entre soi et soi. Il n'y a pas de comparaison aux autres. Aujourd'hui, vous avez le niveau que vous méritez en street, en fonction et uniquement en fonction de ce que vous faisiez dans votre vie. C'est-à-dire que si vous voulez plus, il faut faire plus. Maintenant, oui, il y a des types à la salle, ils ont 10 fois mon physique et j'aurai jamais leur physique. Ils s'entraînent comme des sgeeks 2 fois par semaine et moi je me bute tous les jours 3 heures. Mais j'ai que ce que j'ai et c'est que ce que je mérite entre moi et moi. Si je veux plus, faut que je fasse plus et on n'est pas tous égaux là-dessus. Et donc c'est pareil sur la génétique en termes de physiologie, de constitution corporelle, de pathologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils auront beau tout bien faire dans leur vie, ils auront un cancer. Et ça fait le lien avec. Faut aussi avoir conscience que c'est justement cette hétérogénéité de génétique dans le monde qui amène à avoir des potentielles portes de sortie évolutives et adaptatives de notre espèce dans l'évolution. Euh, il y a un truc, il y a une personne sur 1000 qui a telle pathologie, on se dit mais putain c'est vraiment de la merde. Pourquoi est-ce que la nature continue de garder ce truc-là qui spawn tous les 1 sur 1000 ou 1 sur 1 million? Parce que peut-être que dans un certain futur, le fait d'avoir cette pathologie, enfin considérée pathologie comme aujourd'hui, ça sera justement ces gens-là qui auront cette pathologie-là qui permettront la survie de l'espèce. Donc c'est ça qui est intéressant à garder à l'esprit. Voilà, genre des trucs à la con hein, qu'on pourrait se dire, bah, il a de l'eczéma, on cherche à le combattre à tout prix. Oui, ok, parce qu'aujourd'hui c'est considéré comme pathologie, mais ça se trouve dans 1000 ans, ça sera pour une raison ou pour une autre, j'en sais rien, ce qui permettra la continuité évolutive de l'espèce. Ouais, je pense aux enfants de la Lune, enfin des conneries comme ça, Oui. quoi. Et puis je crois que j'ai fait le tour, on est pas mal, voilà. Hmm. Non, mais c'est vrai de rappeler que bah il y a quelqu'un qui peut fumer 1 million de paquets de cigarettes et il aura jamais de cancer, et toi tu peux avoir un cancer des poumons alors que t'as jamais fumé de ta vie. En Et fait, ça on se n'est pas trouve tous. justement, la nature garde et fait en sorte d'avoir certains individus qui peuvent fumer fois 8000 et rien avoir, et ils ont des adaptations génétiques que nous on n'a pas, qui ont pas lieu d'être en soi, vu que frère t'as pas fumé dans la nature, mais qu'elles gardent,
pour l'évolution et que ça se trouve dans je sais pas combien d'années, et ça sera, on sera obligé de fumer. Enfin, j'en sais pas que parce qu'il y aura des extraterrestres qui vont nous forcer à fumer, sinon on meurt. Du coup, forcément, il faut développer des adaptations et donc, ils gardent ces petites adaptations au cas où. Non, mais tu vois. Donc ça serait le destin. Que, en gros, la nature adapte l'homme par rapport à son destin dans l'humanité. Ouais, Ah, ça serait stylé. Mais, du coup, bon, voilà, on introduit pas mal la science-fiction, mais ça tombe bien parce que on voilà, va parler de parfait. transhumanisme. Et alors les gars, je sais pas si vous connaissez les Warhammer 40 000. C'est un univers énorme, un lore énorme de science-fiction. J'ai été baigné dans ça dans mon enfance et aujourd'hui j'écoute des podcasts dessus. C'est des petites figurines aussi que tu peux peindre. En fait, c'est aussi un jeu de plateau. Et en gros, c'est un univers où tu as plusieurs races dans l'univers, dans la galaxie qui s'affrontent. Tu as la race des hommes qui sont devenus, on est à l'an 40 000 en fait. Donc là, on est à l'an 2000 aujourd'hui, donc imaginez dans 38 000 ans. Et du coup, les hommes sont devenus c'est du transhumanisme. Hein, ils sont modifiés génétiquement, ils ont des armures de fous, ils ont des pouvoirs psychiques qui sont liés aux énergies de l'univers. Ils ont pu développer des armes et des vaisseaux qui leur permettent de voyager dans l'univers. Et face à ça, t'as les aliens, on va dire. Puis t'as différentes races d'aliens, puis t'as des orques, tout ça, tout ça, tout ça. Et ils se font tous la guerre dans la galaxie. Et et pour moi, j'avais envie d'en parler parce que j'avais envie de confronter le paysan dans son champ qui est hygiéniste et qui mange ses légumes parfaits et qui vit sa vie parfaite dans son champ et qui vit sa vie et son destin d'humain à son échelle, c'est-à-dire à l'échelle de sa vie d'homme faible qui vit, d'espèce qui vit seulement une décennie, tu vois, enfin qui vit seulement 100 ans à peu près, donc qui est une espèce en fait super faible et qui, comparé à d'autres espèces peut-être dans la galaxie ou l'univers, est juste une petite fourmi dont on n'en a rien à foutre. Et c'est Warhammer 40 000, donc ces hommes, dieux de l'humanité, qui ont tellement évolué grâce à la science, aux énergies et aux fluctuations, qu'ils sont devenus des êtres quasi parfaits, invincibles, qui ont défié toute loi de force et qui ont réussi à survivre des millénaires, tu vois. Et en fait, quelle est la marche à suivre aujourd'hui en tant qu'homme humain? Est-ce qu'on doit se contenter de vivre notre vie d'homme, c'est-à-dire se dire ok, je vais vivre pas plus de 100 ans, donc je vais adopter cette méthode hygiéniste, pardon, et je vais vivre bien avec ma bonne hygiène de vie, et puis je vais faire ce que j'ai à faire avant de canner, et puis voilà. Ou alors, si la science et la technologie nous le permet, avec notamment ces avancées d'IA, et peut-être qu'il va se passer plein de trucs avant qu'on crève, et peut-être il va commencer à avoir des vaccins pour vivre plus longtemps, Le des vaccin, trucs. c'est de la merde, hein, c'est pas hygiéniste. Ouais, non, mais totalement. Du coup, je parle vraiment de transhumanisme là, tu vois, genre du Ouais. dopage, des trucs. Si on peut commencer à s'injecter des trucs pour éradiquer toute maladie, commencer à vivre, à devenir invincible et immortel, et ensuite pouvoir se faire poser des prothèses qui augmentent notre force, comme dans Cyberpunk, et qu'en fait on C'est finisse quoi le par nom déjà? devenir des... Du Dans truc là Cyberpunk? Ouais. Ah, le truc qui se L'implant, met dans là? le dos? Ouais. Le San Devistan. Ah là, c'est ça. Des prothèses qui font que, bah putain, les gars, vous changez votre avant-bras, et là, vous gagnez 20 full press. Et Ouais, de fou. ah, mais je pousse le truc, tu vois, Ouais. genre tout ça, ça commence à se réaliser avec de l'IA. On a des meilleures machines, et on peut comme ça commencer à se modifier et devenir des humains modifiés, mais tellement plus forts que ce petit paysan de merde hygiéniste qui va seulement vivre 100 ans. Est-ce que c'est juste une question de vision où chacun va faire ses choix, et il y a ceux qui vont vouloir se raccrocher à leur humanité et dire bah moi je suis un humain et je vais mourir en tant qu'humain et je vis ma vie en tant qu'humain,
ou ces autres personnes qui vont préférer le transhumanisme et la modification génétique et tout ça pour reach des stratosphères beaucoup plus hautes dans la galaxie, voire tout ce qui est possible et imaginable dans la galaxie et l'univers, se confronter à d'autres espèces et devenir des armes aussi, des machines de guerre, si t'es lié à faire la guerre à d'autres. Bon, je pars vraiment loin, les gars, hein, mais on peut aussi rapprocher ça juste au niveau du street, genre si d'un coup le dopage ça devient légal et que c'est même plus juste modifier tes hormones ou avoir plus de testo, mais on parle vraiment de modifier ses capacités, avoir des nouveaux implants. Ou mettre des trucs à l'intérieur de son corps pour modifier ses organes et avoir un souffle illimité. Enfin, Ouais. vraiment, voilà, cyberpunk, tu vois. Où sont les limites en fait. Et 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 il y en a, je sais qu'il y en a, ils vont courir vers ce transhumanisme de fou, mais que pas tout le monde. Et il y en a qui vont préférer garder leur humanité. Et tout ça, ça m'intéresse. Et avec toutes ces avancées d'IA en ce moment et et tout ça, il y a tellement de choses qui vont évoluer et qui évoluent entre de dizaines d'années en dizaines d'années. Je suis vraiment curieux de voir dans 50 ans le monde, tu vois. Mm. Bah ouais, c'est surtout le dopage, c'est, je pense, un des premiers pas vers le transhumanisme. Et moi, je le vois comme un curseur qu'on place, en fait. C'est que il y a singe, c'est même pas hygiénique, c'est vraiment t'es à poil dans la jungle, et t'as le Sam Devistad, tu vois, vraiment Warhammer 40 000. C'est un continuum entre les deux, et c'est où est-ce que toi t'as envie de te placer sur tout ça, quoi. Parce que tu C'est vois, ça. mon avis sur le dopage, c'est que en fait, c'est pas parce que tu prends testo truc que t'es dopé. Genre, moi, je le vois tellement plus large que ça. Pour moi, du dopage, enfin, ça commence presque au complément alimentaire, en fait. Mais même presque au gnocchi et à la bouffe industrielle, parce que si tu prends la vraie bouffe, enfin la bouffe vraiment la plus primitive, où tu manges cru dans la nature et que tu bouffes 90%, c'est des fruits, des légumes crus, bah tu peux pas avoir, tu peux peut-être au max de ton potentiel, peut-être que tu peux faire que, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2 full press. Et c'est justement parce que on a des supermarchés et que on a de la bouffe industrielle et des calories hyper concentrées qui sont issues d'une technologie qui est liée forcément à un transhumanisme, que ça te permet d'avoir des perfs qui sont plus élevés. Et la bouffe dans 100 ans, 500 ans, bah, des supermarchés, elle sera encore plus évoluée que la bouffe des supermarchés de maintenant. Donc, elle nous permettra d'avoir plus de presse. Hein, bah, ça sera plus 10 ou 12 full press, mais 20. Et en fait, si tu ramènes cette bouffe-là, qui est légale dans 500 ans, parce que tu la trouves en grande surface maintenant, c'est tellement une avancée technologique et un truc trop smart, hormonalement parlant, et de ce que ça fait sur le corps, que c'est considéré comme dopage, tu vois. Et donc, tu fais le chemin inverse, qui aujourd'hui, tous les trucs que tu peux injecter, trucs, dopage, ce que tu veux, ça se trouve dans 500 ans, comme tu disais, bah, 1000 ans, ça sera devenu légal ou totalement accepté, et on sera dans une autre société, et dans d'autres merde, éducation, que au final, ça sera pareil. Mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça? Parce que, bah, par exemple, un mec qui s'en fout de son aspect santé, qui veut juste devenir plus fort et qui va se prendre des monsters et de la bouffe ultra transformée et tout, Après, oui, il y peut-être a que ça l'aspect peut... santé justement qui rentre dans tout ça. Eh ben, c'est ça, c'est Parce que qu'à un pour moment l'instant, on peut pas se donné, doper sans niquer la santé. c'est ça. Et si tu niques ta santé, tu peux aussi tout perdre. Et tu perds tes perfs et tu te blesses, etc. Et en fait, tu deviens plus faible. Et donc, d'une certaine manière, être hygiéniste, c'est aussi voir sur long terme et du coup être plus fort plus longtemps. Et est-ce que tu vois le truc qui est genre, ok, tu vas manger un Kinder Bueno après ton entraînement, avant ton entraînement, si t'as pas mangé, ben tu vas avoir un pic glycémique, mon pote, ça se trouve, tu vas faire une perf de ouf, tu vois. Mm. Mais d'une certaine manière, au bout d'un moment, si ça se trouve,
bah, je sais pas, tu vois, enfin, ça, tu peux grossir, tu peux te blesser, tu peux avoir un cancer, tu peux truc. Et c'est là où la limite, elle est compliquée à avoir. Genre, est-ce que ces bouffes transformées te donnent réellement de la force en plus, tu vois, ou elles t'en enlèvent sur le long terme? Bah Est-ce que attends, c'est pas du plaisir c'est- instantané? ouais, mais c'est toujours cette question de je prends, donc je dois payer en retour, et tu payes dedans que tu prends, et de voilà de balance et d'équilibre, hein. Et aujourd'hui, et c'est pour ça, c'est que si tu veux, plus tu veux de la perf, plus t'as de chance, ou en tout cas plus t'es sûr de niquer ta santé. Maintenant, donc c'est pour ça, moi, je vous ai dit, c'est pas ma philosophie, hein. Mon corps, bah, j'en ai qu'un, et je l'aime et je le respecte jusqu'à la fin de ma vie. Ça, c'est notre compagnon le plus fidèle. Il vous trahira jamais, et il vous donnera en retour, bah, qu'est-ce que vous méritez en fonction de ce que vous faites tous les deux, hein. C'est vraiment un binôme, c'est une super équipe, quoi. Et bah moi, aujourd'hui dans ma pratique sportive, par rapport à comment j'étais dans le street avant, en tout cas, j'avais beaucoup moins conscience de ces choses-là en street avant, donc c'est pour ça que c'est pas hyper comparable, mais je préfère durer et pas être le meilleur, plutôt que être le meilleur et même pas forcément le meilleur et tout donner maintenant et me niquer la santé et puis pouvoir pratiquer dans 10 ans. Et un des principes de l'hygiénisme, c'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est pas une fois que tu as un cancer, c'est pas une fois que tu as une tendinite que il faut t'intéresser à de la réhab et de pourquoi j'ai ça et parce que je m'échauffe mal, etc. Non, ton échauffement, c'était avant qu'il fallait le revoir, c'était avant que tu te blesses. C'est une vision moyen long terme qu'il fallait avoir. Bon, malheureusement, bon bah il va quand même t'aider si tu veux. C'est une fois que la connerie elle est faite, elle est faite. Donc oui, tu peux jeûner, tu peux faire des bains froids, tu peux t'intéresser à la respiration pour justement améliorer tout ça. Mais moi je trouve ça dommage qu'il faille en arriver à là pour en prendre conscience. Mais en même temps, c'est aussi, enfin ça c'est mon avis perso, hein, c'est le propre de l'humain. C'est-à-dire que l'humain et la nature humaine, il prend conscience que quand il est choqué. Hmm. C'est que quand il y a un choc, un traumatisme, qu'il prend conscience. Et il prend pas conscience avant. Donc soit t'arrives à avoir un ego assez malléable et où tu peux t'en détacher assez pour justement te permettre d'avoir cette notion d'anticipation de j'ai pas besoin forcément d'avoir un choc pour mettre en place quelque chose dans ma vie. Soit, bah, malheureusement, tu as un ego qui est trop rigide et ou t'y es trop accroché, qui fait que si tu veux réellement changer dans ta vie et mettre en place des choses vraiment qui changent, bah, va falloir que tu aies un traumatisme ou un choc en fait. Je vais ouvrir Arjuna, je crois, il est arrivé. Vas-y, vas-y. Alors, là, du coup, Jules, il est parti. On va essayer de faire comme dans Biomécanique Podcast où Jérôme il meuble très très bien. Donc là, je suis confronté à cet exercice-là. Oui, voilà, vous avez vu, et ben j'ai repris mon stylo rose de la dernière fois et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ça serait pas un stylo, c'est un fluo rose comme ça. Ah oui, bah attendez, regardez, j'ai un Rubik's Cube. Non, je vais pas faire. Vas-y. J'espère que il va revenir parce que sinon là, je suis en train de mourir. Alors oui, tout ce que je dis, par contre, ça a aucune valeur de podcast, hein. C'est bon, il est De revenu, hein. quoi? Non, rien, je Ouais, meublais. Je meublais avec nos invités. parfait. Euh... C'était éclaté. Non, bah, Vas-y, vas-y. écoute, moi, tout ce que t'as dit là, ça m'a fait penser à un truc trop intéressant dont j'aimerais parler. Je parlais Ta de Lego à la vision fin? de, euh, non, avant, quand tu parlais de ton choix de pratiquer longtemps, Ouais, euh, parce que tout ça, en fait, je sais pas si vous avez vu le film 3. Est-ce que t'as vu le film 3 ouais. Avec Brad avec Pitt, avec Brad Pitt, il mec? m'a marqué quand j'étais petit ce film-là. Putain, ce film gros, c'est une dinguerie. Oh putain, c'est le paroxysme de la testostérone quand t'es gosse. Et tu te dis putain, ce mec là, Achille,
sa mère, je veux son physique, je veux sa force, je veux son charisme. Les gars, si vous l'avez pas vu, recommandation, voilà, En lien en allez voir ce film. description. Putain, c'est une dinguerie. Donc bref. Et ce film, il tourne autour de la légende d'Achille. Et en fait, il y a un truc qui m'a marqué dans ce film, c'est le début. En fait, sa mère, c'est une déesse. Et donc l'histoire, c'est qu'elle l'a chopé par le talon d'Achille, elle l'a trempé dans une eau qui l'a rendu immortel, invincible. Sauf que, bah, vu qu'elle le tenait par le talon, il n'a pas été immergé dans l'eau. Donc en gros, c'est son point faible. C'est-à-dire que il est invincible, il peut pas mourir dans la légende, mais son seul point faible, c'est le talon d'Achille. Euh, et il a une discussion avec sa mère. En gros, il y a une énorme guerre qui va arriver entre les Troyens et les Grecs. J'espère vraiment pas me tromper. Enfin entre Sparte, les Spartiens et les Grecs et les putain, c'est trop dur, et les Troyens. Et et en fait, c'est l'un des guerriers les plus puissants qui va jouer un rôle majeur dans cette guerre. Et sa mère, qui est une déesse, elle lui donne une elle lui dit son avenir. Et elle lui dit, t'as deux choix. Soit tu restes ici, sur ta terre, en paix, tu trouves une femme, tu vas trouver une femme, tu vas avoir des enfants, tu vas vivre ta vie pleinement, en étant heureux, en ayant une famille, mais tu seras oublié de tous. Personne ne se souviendra de toi et tu finiras poussière. Et tu as un deuxième choix qui s'offre à toi, c'est d'aller à cette guerre, de changer le cours de l'humanité et de devenir l'un des guerriers les plus renommés de l'histoire. Et tout le monde se souviendra de ton nom, mais tu es voué, ta destinée, c'est de mourir à cette guerre. Et elle lui fait cette comment on dit ça quand on te dit Proposition, ton destin. euh, révélation, prédiction. ah ma- La prédiction. oui, prédiction, ouais. Prédit Donc elle lui l'avenir. fait oui, elle lui prédit son avenir, tu vois. Et il y a ces deux choix qui s'offrent à lui. Et donc lui, bon, il préfère aller à la guerre pour que son nom soit reste ancré des centaines et des milliers d'années après sa mort, plutôt que de redevenir poussière et de ne pas exister en fait. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut même le penser nous aujourd'hui. Bah les gars, il y a il y a beaucoup de chances pour que après vos petits enfants, plus personne se souvienne de vous en fait. Donc quand tu réalises ça, tu peux aussi te remettre en question sur pourquoi je suis là, quel est mon but sur Terre et qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux prouver des choses? Qu'est-ce que je veux prouver? Est-ce que je veux être euh, co- pas connu, mais est-ce que je veux laisser une marque de mon passage sur cette Terre au point de vue des hommes, ou est-ce que j'en ai rien à foutre? Et, euh, et ça rejoint aussi ta pratique de sport et de street. Et dans le street, on a tous envie d'être top 1, tu vois. Mais ça veut dire quoi être le plus fort? Est-ce que le mec qui est le plus fort aujourd'hui, genre entre Elfo ou je sais pas quoi, euh, ils vont être forts un an et après, bah ça laissera place à quelqu'un d'autre qui est plus fort que lui. Ça veut dire quoi être réellement le plus fort? Et c'est comme vous montez une montagne, vous gravissez une montagne, et quand vous êtes en bas de la montagne, c'est le truc le plus haut. Hop, vous arrivez en haut de la montagne. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez d'autres sommets, d'autres montagnes encore plus hautes que la première. Et donc là, vous commencez à dire, ok, je vais gravir la plus haute de toutes les montagnes. Et là, vous trouvez la montagne la plus haute, vous la gravissez aussi. Sauf que quand vous arrivez en haut, soit vous éprouvez un sentiment de vide et de solitude parce que vous venez de gravir la plus haute montagne et vous avez plus de montagne à gravir. Donc ok, vous avez gravi la plus haute montagne, mais en fait, vous avez gravi la plus haute montagne de la Terre. Et ça se trouve, sur Mars, il y a des trucs 3 fois plus hauts. Ça, c'est pour vous dire qu'il y aura toujours des trucs au-dessus de vous et plus haut. Et aussi que vous, en tant que fourmi être humain qui vivait 100 ans, ça veut rien dire en fait que vous gravissez cette putain de montagne à part pour vous. Donc les choses, il faut les faire pour soi aussi.
Et tout ça, je trouve ça ouf parce qu'on peut toujours élargir et se rapetisser un peu plus et se dire que le mec qui est le plus fort du monde aujourd'hui, ça se trouve dans 2 mois, plus personne se souviendra de lui et il aura jamais été fort et il redevient poussière. Et vous, c'est pareil. Et cette recherche de reconnaissance de force à travers les autres aussi, il faut la remettre en question de ce point de vue-là parce que, bah, comme je dis, ça se trouve dans 100 ans, plus personne se souviendra de vous. Alors comment faire si vous voulez vraiment marquer votre nom dans l'histoire? Euh, C'est impossible. est-ce que est-ce que aujourd'hui c'est encore possible? Et encore une fois, hein, si c'est possible, ça, il faut relativiser ça et c'est que du point de vue des humains et des hommes. Et la planète, elle s'en fout de vous et de votre force et de la montagne que vous avez gravie et de si vous avez fait 10 full press ou pas 10 full press. Et du coup, quand ça fait à peu près 1 an que j'ai eu cette réflexion. Et c'est notamment après avoir lu le manga Vagabond, et je vous le conseille de Pas de ouf. spoil. Pas de spoil, mais je vous le conseille. Et j'ai senti un sentiment de vide et de méditation comme jamais après ce manga. C'est Et je me bon, j'ai suis compris le posé, manga, tu viens de me le spoil. non, non, Mais si, mais c'est normal. Vagabond, c'est, c'était dans c'est, le c'est, titre, hein. c'est encore plus deep, c'est encore plus deep que ça. Oui, non, mais c'est bon. Allez, Vas-y, vas-y, répète-le quand continue. même. Mais tout ça pour dire que voilà, est-ce que c'est mieux de devenir le plus fort du monde à sniquer la santé pour 1 an, et que peut en fait après vous pouvez plus rien pratiquer et vous allez être oublié, ou est-ce que ça mérite de remettre ça en question et de pratiquer le plus longtemps possible en ayant sa propre évolution? En fait, essayez de chercher plus loin et de vous poser des questions et de chercher une maturité là-dessus. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et pour finir, j'aimerais détailler aussi un truc que je pense en ce moment. J'ai l'impression que la société, elle se divise de plus en plus entre deux extrêmes. Et ceux qui font partie du plaisir instantané et qui sont dans la jouissance instantanée le plus possible et de plus en plus, et le contraire. Et ceux qui vont chercher à s'en détacher le plus fort possible. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure et au fil des années, ce, ce décalage, il va se creuser de plus en plus. Et à voir comment ça va finir, mais peut-être qu'à un moment donné, on sera confronté à tout ça et qu'on paiera ce qu'on a choisi de quel camp on a choisi de faire partie et il se passera des choses sûrement. Donc ça, c'est une petite réflexion que je voulais donner. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un décalage de plus en plus qui se crée. Voilà. C'est dit pour moi, de mon avis, c'est pas possible de marquer l'histoire à l'infini. En fait, tu vas la marquer voilà pour 5 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, mais pour une durée déterminée. Et quoi qu'il arrive, on t'oubliera. Du coup, c'est au final la question, c'est pas est-ce que tu veux marquer l'histoire, c'est pour combien de temps est-ce que tu as envie de marquer l'histoire. Ça, c'est un premier truc à avoir à l'esprit. Donc, est-ce que t'en bats les couilles, t'es égoïste et t'es dans ta montagne et il y aura que ta femme, tes enfants et ce sera ça la trace que tu laisseras. Ou est-ce que voilà, tu veux marquer plus de monde, mais pour un temps forcément déterminé. Enfin, à quel point tu veux être égoïste là-dessus, tu vois? Bon, moi, voilà, je te fais pas un dessin hein, qui veut aller dans ma montagne et bref. Et du coup, ouais, t'as parlé du regard des autres, parce que du coup, avec le street, c'est un sport qui a une certaine forme. Euh, bah, le mot n'existe pas d'artistisme artistique. Il y a un côté artistique dans le street, et forcément, alors c'est un autre débat, mais forcément, quand il y a de l'art, un côté artistique, il y a une notion d'observateur et de rapport à l'autre entre
la personne qui fait l'œuvre, qui fait la prestation, voilà, la prestation artistique, et un public qui va regarder cette prestation. Donc il y a un rapport au regard de l'autre dans le street, en plus du rapport au regard au corps, au physique, au machin, au truc, et à l'aspect performance en plus dans tout ça, qui sont un bon mélange. Et bah, soit tu fais les choses. En fait, ce qui est dangereux, c'est de faire les choses pas pour soi, mais pour les gens. Et dans le street, on a vite fait de tomber là-dedans. Et dans la vie, faire des choses pour des gens, c'est dangereux parce que les gens ne dépendent pas de toi. Et donc, faire quelque chose pour quelque chose qui ne dépend pas de soi, c'est le meilleur moyen de se faire du mal. Parce que tu sais pas comment ça va être reçu. Tu vas t'accrocher à des choses qui dépendent pas de toi et bah on va te dire ah, non on n'aime pas. Alors que toi t'as tout donné, tu pensais que c'était bien, du coup tu vas au final essayer de te conformer dans un moule qui est juste à des années-lumière de toi-même. Donc c'est faire les choses pour les autres, c'est se déconnecter de soi et ça c'est nocif. Et du coup en rapport à faire les choses pour soi, bah et pas pour les autres. Du coup, ça en revient à la question de, au final, est-ce que c'est autant artistique ou pas? Hmm. Moi, je pense, bah, encore une fois, il y a de la nuance, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant les choses pour toi et avant tout pour toi-même, euh, t'es sûr d'être connecté à toi et d'être toujours propre à tes valeurs et à ta personne. Et ça, et il y a un truc aussi, pour moi, ça rejoint l'esthétisme, c'est que en faisant les choses pour toi, que tu peux atteindre l'esthétisme. Alors ma définition de l'esthétisme, c'est pas la beauté, quelque chose d'esthétisme. Tous les gens forts, ils sont esthétiques. Ouais, ça va être compliqué parce que il y a des choses qu'on peut pas capter, mais globalement, tous les gens forts, ils sont esthétiques parce que l'esthétisme, c'est la maîtrise de l'essence d'un mouvement. C'est vraiment à quel point tu maîtrises le mouvement. Ça veut pas dire que c'est beau, parce que il y a mille et une formes de planches, mais quand c'est maîtrisé, c'est esthétique. Et pour moi, je trouve que c'est difficile d'atteindre l'esthétisme en faisant les choses pour les autres plutôt que pour soi. C'est pour ça que je dis que ça peut être difficile à capter parce que on va pouvoir trouver deux personnes esthétisme, deux personnes qui sont fortes, et peut-être qu'il y en a une, elle fait les choses pour les autres. Du coup, bon bah voilà, c'est à discuter quoi. Et bah c'est stylé et important d'être esthétique. Pas d'être beau, mais en fait, c'est quand vous êtes vous, que vous êtes esthétique et que vous maîtrisez ce que vous faites. C'est pour ça que je dis les gens forts, parce que quand tu débutes, bah tu maîtrises pas du tout ce que tu fais. Ton mouvement, il est claqué au sol, ça tremble de partout, il y a rien qui va, donc c'est pas du tout esthétisme. Tu commences à atteindre l'esthétisme sur une seconde de planche quand t'as un max à 12-15 secondes de hold. Parce que tes deux, trois premières secondes, elles sont strict forme. En tout cas, elles sont de la forme que toi tu veux. Et elles sont vraiment le reflet de ton toi le plus profond. Et donc, ces premières secondes sont esthétiques. Ça veut pas dire qu'elles plaisent à tout le monde, parce que la beauté c'est subjectif, la beauté c'est de l'accroche, mais on est tous d'accord pour dire que ce qu'il fait c'est esthétique. Ce qu'il fait c'est maîtrisé, c'est propre, il n'y a pas un truc qui bouge de nulle part, il incarne réellement son mouvement qui est lui et lui est le mouvement. Voilà, c'est ça l'esthétisme. Et puis Hmm. après bah c'est effectivement comme tu disais le est-ce que vaut mieux en chier tout le temps pour un plaisir qui au final va être court mais dans 5 ans, mais d'avoir un niveau de malade, ou être plus dans kiffer, on va dire. Alors j'aime pas ce mot, je préfère utiliser le mot apprécier, mais être nul. Et je vais terminer avec un texte que j'avais écrit. Ça sera un peu plus clair.
Va falloir aussi que je donne la définition du mot apprécier, en tout cas comment je le dis. Ouais, ça va être là. Alors, dans la note. Ça arrive, hein. Progresser, régresser, stagner. Progresser, régresser, stagner. Progresser, régresser, stagner. Ne pas réussir à récupérer un niveau et encore moins à le dépasser. Réussir, c'est le récupérer. Le récupérer, c'est y arriver, et y arriver, c'est le bout du chemin. Cette impression de poursuivre une chimère, avoir le sentiment que rien n'évolue alors que peut-être que si, mais en même temps peut-être que non. Comment savoir? Espérer une énième fois que celle-ci sera la bonne, que cette fois-ci c'est différent parce qu'il y a 1000 nouvelles raisons qui font que. Toucher du bout du doigt cette chimère, mais en vain comme à chaque fois. Pourtant, il peut y avoir du progrès dans la stagnation, et on peut aussi parfois apercevoir dans la progression le bénéfice de nos régressions, stagnations passées. C'est la discipline qui nous fait y arriver, mais quel intérêt d'être discipliné dans quelque chose envers lequel nous ne portons pas d'affect? Est-il possible d'y arriver sans discipline, mais avec exactement les mêmes faits et gestes que si nous l'avions? Par le passé, j'ai déjà réussi, j'y suis déjà arrivé. Deux points, sans apprécier, en subissant, dans la douleur, en souffrant, dans la discipline, dans l'accroche au plus profond de moi-même. Donc je parlais du street, et là je parle de ma pratique sportive de maintenant. Mais maintenant, j'échoue, en appréciant, en étant conscient, présent, détaché, sans discipline. Pourtant, je me bute tous les jours en 3 heures, hein, mais je suis pas dans la discipline. Ce soi-disant, entre guillemets, bout du chemin, ce n'est peut-être finalement pas ça, y arriver, et ce fameux niveau à récupérer. Y arriver, c'est le chemin en lui-même. Poursuivre cette chimère, ce bout du chemin, c'est à coup sûr regretter, c'est passer à côté du chemin. Regretter, c'est passer à côté du chemin. Alors, y étais-je finalement arrivé par le passé? J'aime beaucoup ça. Est-ce que, C'est est-ce que finalement, quand j'ai été top ce que tu veux en street, j'avais réussi? en fait ça dépend que de toi et de ta vision. Oui. C'est qu'est-ce que tu cherchais avec ce niveau? Est-ce que c'était ça la complétude et ton but et ce qui te procurait de la joie et du bonheur? Généralement, quand on fait un truc et qu'on veut un truc et qu'on est motivé par un truc, c'est toujours pour cette recherche du bonheur et de ce que ça va nous apporter et du plaisir, logiquement. Même si le chemin, il est fait de souffrance, on est toujours, ce qui nous fait tenir, c'est cette source de plaisir et d'imagination, d'utopie, du sentiment ressenti au bout du chemin. Parce qu'il n'y a jamais une souffrance sans une espérance derrière. Ou c'est juste tes masos de vouloir Ouais, une souffrance oui, sans oui. espérance. Donc en fait, qu'est-ce que tu as ressenti au bout de ton chemin? Est-ce que tu as finalement ressenti ce que tu pensais ressentir? Ce que tu visualisais? Ou c'était totalement différent? Bah Et non, en comme fait, tu le pas dis, forcément. ouais, Je vous le dis pour l'avoir vécu. En fait, j'allais vous dire, ça vaut pas le coup. mec, on en parlait avec Arjuna hier et on se disait, putain, c'est fou, tous les gens qui deviennent trop forts, ils Ouais. finissent par avoir un sentiment de lassitude et ils ont envie de changer de sport ou parce qu'en fait, ça Bah finit lassitude, par, oui, mais il n'y a pas que de ça, mais il y a un peu de mais ça. il y a pas que de ça, exactement. Mais même moi, enfin, je l'ai expliqué dans le dernier podcast que j'ai fait avec Arjuna qu'on a Hmm. enregistré hier soir. Ça rejoint le sentiment que j'ai eu au début de l'été de, ok, j'ai atteint un niveau que j'aurais jamais pensé atteindre et maintenant je suis en mode gratitude. Et tout ce que j'aime maintenant, c'est que je vais prendre tout ce que je peux prendre. Et si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Ouais, mais aussi, t'es
c'est plus biaisé vu que moi, je t'ai transmis plein de choses pour pas que tu fasses comme moi. T'es Totalement. pas tout seul dans ton truc à devenir fort. Les gens qui se deviennent forts, ils le font tout seuls. Et c'est le point commun qui arrive souvent à la fin, c'est que en fait, tout ça pourquoi? T'es infini et en fait, tu te dis et tu kiffes même pas, genre ouais, c'est vite fait stylé, ok, c'est stylé 5 minutes, mais voilà. Et après, tu te dis, bah en fait, j'ai mis 5 ans, 8 ans pour avoir ce niveau, mais en fait, est-ce que j'ai kiffé à un moment, genre parce que là, C'est je pense être à la fin du truc et je kiffe pas. Alors que j'étais censé kiffer maintenant, tu vois. Du coup, quoi? Ah, là, en ce moment, par rapport à ta pratique d'aujourd'hui? Non, non, je me mettais dans la peau de quelqu'un qui est top Oui. au bout de 5 ans, 8 ans de pratique, tu vois. Bah, c'est sûr que le fait d'avoir rencontré toi, Daylong et tout ça, j'ai vécu des trucs. Enfin, j'ai compris plein de trucs. C'est comme si j'avais vu mon futur et j'ai compris plein de trucs sans non plus vivre les trucs. Donc j'ai une énorme maturité et en même temps, ça m'a fait gagner. Enfin bref, c'est juste abusé en fait. C'est indescriptible ce que vous m'avez apporté. Mais mais c'est trop cool parce que ça fait partie de ton chemin aussi et ça t'a fait. Il fallait que tu passes par ce jour-là pour comprendre aujourd'hui qui tu es, où t'en es et ce que tu veux. Mm. Et et ça fait qu'aujourd'hui t'es dans cet état-là de ta philosophie du sport, de ta pratique et de tout ça. Ça t'a J'ai fait façonné. 21 jours de jeûne, les gars, j'ai perdu 10 kilos, 10,5 kilos. Mes perfs à la salle, mais vous avez pas idée, j'avais 110 kilos au terre en max, c'est n'importe quoi. Sur ma ceinture, j'ai perdu 3 crans de ceinture, je peux plus la mettre, ça sert plus à rien. Je dips à 40, je fais 2 reps, gros, j'avais 80, c'est bon. Je mets C'est bon, la 60 au faux. squat, je fais 4 reps à 60 au squat. J'avais 2 reps à 160, vous vous rendez compte? Là, faut retourner au Twix, au Mars, au Non, non, dopage. justement, non. Et pourtant, Je rigole. je m'en bats les couilles. Je suis le plus heureux du monde parce que, et puis pareil, ça, 21 jours, enfin, 4 mois, voilà, je vais mettre 4 mois, je pense, à récupérer mon niveau. C'est pas cher payé pour à quel point ma salade le soir, elle est trop bonne. Mais oui. Et puis, bon, alors il y a un dernier truc que j'aimerais parler, c'est que on parle beaucoup de se connaître soi-même, de l'importance de se reconnecter à soi à Mais travers attends, le mais tu jeûne. vois, du coup, oui, juste, bah, j'ai dû vivre ça pour comprendre maintenant c'est quoi apprécier les choses et c'est quoi être épanoui même en étant éclaté au sol alors que ce que je veux, c'est de la performance. C'est-à-dire que je cherche la performance, pourtant je suis éclaté et je sais que j'aurai jamais non plus des perfs de fou, mais pourtant c'est comme ça que je suis le plus épanoui. Et demain, si je fais que pour la perf, et en voulant que de la perf, et bah c'est pas comme ça que je vais être le plus heureux et le plus épanoui. Mais il a fallu que je passe par ça pour le comprendre. Encore une fois, c'est pareil, il faut choquer, il faut être traumatisé, il faut faire Mm. l'expérience d'un truc vraiment loin pour en revenir et comprendre, ok, faut aller dans l'extrême, faut aller dans les deux extrêmes pour pouvoir placer le curseur. Ton curseur, Oui, tu pourras jamais le placer si t'as pas les deux extrêmes. il faut vivre les extrêmes aussi pour trouver Ouais. l'équilibre, Alors, pour savoir ce que juste, c'est. juste des fois, faut pas aller à l'extrême parce que sinon vous mourrez. Hein, si vous voulez savoir c'est quoi la dynamique de votre caisse en dérapage à je sais pas, 150 km/h et que vous vous plantez et que vous mourrez, bah ok, vous êtes dans l'extrême, mais vous êtes plus là pour placer le curseur et maîtriser votre véhicule. Donc voilà, après il y a des extrêmes, faut pas les dépasser, quoi. Mm. Et vas-y, continue. Et donc, bah tout ça, c'est dans la philosophie de se connaître soi-même, et on parle beaucoup que de ça. Mais moi, j'aimerais quand même introduire un truc que j'essaye de d'expérimenter en ce moment et de voir où ça mène. C'est que j'ai quand même beaucoup évolué au fil du temps. Je suis quelqu'un de très introverti de base, mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que je m'ouvre aux gens, et plus je m'ouvre aux gens, plus ils s'ouvrent à moi, plus j'apprends des choses, et j'apprends à me connaître à travers les autres. Est-ce que finalement, se connaître soi-même, forcément, ça passe par la solitude et tout ce qu'on a dit, mais est-ce que l'aboutissement de ce truc-là, c'est pas aussi de s'ouvrir
et se connaître avec les autres, vivre des expériences avec les autres pour mieux se connaître soi-même, se découvrir et enfin comprendre qui on est. Parce que j'ai l'impression que c'est du 50-50. Tu vas pouvoir évoluer dans ta quête à, à full pourcent en étant tout seul et pour te découvrir toi-même, mais il manquera un truc. Et ces derniers 50% là, tu peux les atteindre en te confrontant toi avec le monde extérieur et avec les autres. Et le fait de vivre des choses avec des gens, de partager du temps, de l'expérience, partager, vivre, parler, faire avec du monde, c'est aussi ce qui va faire que tu arrives à 100% et que tu te connaisses toi-même avec toi et toi-même avec les autres et avec le monde. Pour moi, c'est les deux trucs qui existent, tu vois. Et je suis en train d'expérimenter de plus en plus, et plus je l'expérimente, et plus je le tryhard, à n'importe quel type de niveau de relation, plus je me connais, plus j'évolue, et ouais, plus j'évolue, plus je progresse, plus je me découvre et réponds à mes questions, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on pense de manière générale ou pour moi? Est-ce que toi aussi t'as capté ce truc ou t'as vécu ce truc ou eu cette intuition de ok, j'ai appris à me connaître de ouf en étant tout seul, mais maintenant je vais avoir besoin de m'ouvrir aux autres et de vivre des trucs avec les gens pour me connaître totalement et pour apprendre à encore mieux me connaître. Je sais Est-ce que pas. tu valides cette affirmation que les autres peuvent t'aider à te comprendre toi-même? Oui, il y a beaucoup de sens là-dedans. Maintenant, pour moi, je peux pas te répondre. Je pourrais te répondre quand ça m'arrivera. Parce que maintenant, dans ma vie, je suis apte à ça, mais je sais pas si ça va changer quelque chose ou pas. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment un truc de, ok, t'es tout seul, tu ponces la vie et tout, mais au final, bah, il y a des moments que tu passes, tu te dis, ça aurait peut-être plus de sens de le passer avec quelqu'un qui compte pour toi, plutôt que d'être solo là, comme ça, comme une quiche. Hmm. Mais en même temps, en fait, de toute façon, on vit que ce qu'on doit vivre, puis voilà quoi. Si on fait de son mieux, c'est bon. Mais ouais, ce sentiment-là, je l'ai des fois. En fait, je me dis, qu'est-ce que ça donnerait si là, maintenant, tout de suite, j'étais avec quelqu'un qui compte pour moi? Est-ce que ça serait plus stylé? Est-ce que j'avancerais encore plus? Je sais pas. C'est pour ça, on verra en temps voulu. Bah oui, c'est intéressant. On n'a pas encore fini nos quêtes. On n'est pas encore à 100%. On a encore du chemin à faire. Il faut qu'on profite de ce chemin et on a juste hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Oui, l'avenir nous le dira. Exactement. Bon, bah, c'est cool. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais je trouve que Mais du coup, si, le lien avec le transhumanisme Mhm. et le paysan, alors, c'est quoi? Bah, est-ce qu'il y a un lien entre deux? Moi, je pense qu'ils ont choisi deux visions et chemins totalement différents. Ils ont deux dogmes différents. Et ils cherchent pas la même chose dans la vie. Ils ont pas la même vision de la vie. Ouais, Tu vois, le paysan, lui, comme je dis, ok, il sait qu'il va vivre 100 ans. Il est hygiéniste. Il veut vivre sa vie pleinement, sa vie d'humain. Et il pense pas à plus loin que la terre et à son humanité. Alors que l'autre, il est prêt à sacrifier son humanité pour chercher au-delà. Il a envie de, c'est la quête des étoiles. Il est prêt à tout, la science, la technologie, il est prêt à tout pour transcender les règles, défier les règles, les détruire de la nature, de l'humanité, pour chercher plus loin, répondre à toutes ces questions dont on n'a pas les réponses et aller les chercher et faire tout ce qui est en son pouvoir pour survivre. C'est un survivaliste, mais alors que le paysan, il a accepté sa mort. Le transhumaniste,
C'est un survivaliste de ouf. Il veut pas mourir. Il cherche l'immortalité et il cherche les réponses de l'univers. Est-ce qu'il y a d'autres créatures? Où sont les limites? Qu'est-ce que l'univers? Je veux découvrir tout. C'est un aventurier de fou. Alors que le paysan, c'est pas qu'il est plus con ou quoi, hein. C'est une vision différente. Il a Ouais. choisi l'humanité. Il a choisi de croire seulement en la Terre et en ce qu'il voit et en ce qu'il sait et tout ce qui est au-dessus, les questions dont il n'a pas les réponses, les galaxies, l'univers, l'immortalité, tout ça. Il a décidé que c'était trop, que c'était un truc au-dessus de lui et qu'il fallait que ça reste au-dessus de lui et que c'était bien comme ça. Mhm. Moi, je vois ça comme ça, tu vois. Ok. Et il n'y a pas de meilleur truc. Mais moi, je sais pas ce que je choisirais. Honnêtement, je sais pas. Mais il y a un monde où j'ai envie d'être transhumaniste, d'être génétiquement modifié et de traverser les étoiles et la galaxie, l'univers et il y a un autre monde où, si ça se trouve, j'ai envie de planter mes tomates, être dans mon champ, et puis si eux ils veulent quitter la Terre, allez-y. Et puis moi, je mourrai avec mes tomates, quoi. Mais Et ça ira très bien. le transhumanisme, au final, il passe pas à côté de tout, de toute sa vie. Ah bah, et en fait, je pense que quand tu deviens transhumaniste, gardien des hommes et tout ça, tu, tu perds ton humanité. Donc tu perds tes sentiments, tu perds tout. Tu Mais deviens, non, enfin, tu les perds, mais tu les perds pas. oui, tu perds, mais t'es dans un, t'as tellement détruit toutes les barrières, t'es tellement plus haut Oui. que t'es à des niveaux de conscience et d'élévation qui sont inimaginables en fait. Donc, Mais pourquoi il serait plus que qu'est-ce l'hygiéniste qui est 100% dans sa vie? Le paysan, là. Ah, c'est juste d'un point de vue c'est un mec qui va vivre beaucoup plus longtemps, qui va voir beaucoup plus de choses et il va peut-être vivre la vie du paysan, mais 100 000 fois. Donc après, il y a plein d'autres trucs qui vont se passer, la lassitude, la Mais solitude. comment il peut, alors qu'il veut toujours plus? Genre, c'est le truc de street de je veux toujours être plus fort. Et au final, tu t'aperçois que tu passes à côté de tout. Bah, alors après, il y a d'autres trucs qui vont rentrer en jeu, mais si je parle bah, du lore des Warhammer 40 000, leur but ultime, c'est de d'étendre leur race le plus possible, donc expansion de race à travers la galaxie, euh, de servir l'empereur, donc de prouver que les hommes sont plus forts, donc faire la guerre. Donc bah soit tu meurs à la guerre et ton but c'est d'étendre ton territoire. Donc en fait là on n'est plus dans une philosophie de paix et de je peux être dans mon champ et vivre ma vie tranquille. Là, t'es en mode guerre, en fait. Donc, t'es en mode guerrier de l'humanité. Donc, Hmm. c'est ça qui te drive, en fait. Et ton but, c'est juste d'aller exploser des orques et des aliens et d'étendre ton Ouais. territoire. Et t'es pas trop dans la jouissance des femmes et des plaisirs, mais plus dans être le plus fort possible et annihiler l'ennemi. Oui. Euh, donc, t'es drivé par ça, la religion, la foi, et, euh, et c'est ce qui drive les transhumanismes des Warhammer 40 000, tu vois. Ok. Euh, après, je connais pas tout. Ouais, peut-être je passe à côté de trucs, tu vois. Mais c'est un peu ça dans la tête d'un, d'une des légions des Warhammer, quoi. Ouais. Ah Des si, hommes. sur le voyage, c'est ça, ça me faisait penser à ça. C'est Ouais, que t'as des gens, ils pensent qu'il faut voyager, ils ont besoin de voir 36 milliards de trucs pour évoluer. Et moi, je pense oui, pas du tout comme ça. Parce qu'en fait, c'est dans chacun des hommes, c'est tous déjà en nous. Et que tu sois dans une case en Afrique, dans une tribu, dans une ville de merde en France, ou à voyager toute ta vie, en fait, c'est pas genre c'est pareil que et moi je le vois bien avec moi. C'est je me disais putain ouais en fait ça pourrait être trop stylé de voyager et tout et tu vois plein de gens, tu découvres, mais en fait tout ça tu peux
aussi le faire juste en étant comme ça, juste en étant là. C'est, mais j'allais dire, c'est plus difficile, non. En fait, tu vis juste ce que tu dois vivre pour te permettre ça. Et moi, je sais que j'ai pas besoin de voyager, truc, et faire 8 milliards de choses pour step up, en fait. Mais dans l'absolu, tout le monde en a pas besoin, mais t'en as besoin parce que si c'est ce que tu dois vivre, bah alors vis-le pour le comprendre, en fait. Hmm. Mais sache que c'est la vérité, elle est déjà en nous, c'est déjà en soi, on a déjà toutes les Oui. clés. Maintenant, voilà, si en fait pour trouver les clés et pour les débloquer, il faut que tu voyages, bah alors voyage. Mais sache que elles sont déjà en toi, quoi. Et que dans l'absolu, tu pourrais juste là comme ça faire. Ça veut pas dire que je voyagerai jamais de ma vie, tu vois. Ça veut pas dire que encore une fois, je m'enferme dans quelque chose ou il faut s'enfermer dans quelque chose, mais je trouve que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont avoir des réponses et en allant chercher quelque chose et en allant Hmm. loin, alors qu'en fait, genre juste là maintenant, tu pourrais les avoir. Bah, il y a Mais plusieurs bon, trucs avec. de toute façon, tu vis ce que tu dois vivre. Et puis voilà, il Oui, se passe oui, ce oui, qui doit se oui. passer. Oui, tu peux chercher un voyage juste pour un plaisir de paysage ou d'aller Non, te mais baigner ou voilà, de mais la si toi t'es en nourriture. mode ah oui, j'ai besoin de trucs, mais c'est parce que tu dois vivre ça au final. Oui, voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Mais Chacun cherche des trucs normalement, à différents. la fin, tu t'apercevras que quoi que t'aies eu comme chemin dans la vie, en fait, c'était déjà en toi. Et c'est pareil, ça c'est un truc, c'est que genre dans tout ce que tu fais en street, et ben c'est pas grâce à moi, c'est toi qui as fait. Moi j'ai rien fait, j'ai jamais rien fait. Je t'ai jamais aidé, Jules. C'est tout le temps toi qui as fait. Est-ce que Bah, tu comprends? oui, je vois. C'est moi C'est ce qui ai que j'essaye décidé de de faire marcher. comprendre. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à Dorian, qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais c'est que Mais j'ai jamais. tu m'as, tu m'as, Non, non, tu et les autres m'ont donné la main, non, tu non, vois. Ils m'ont même pas, accompagné. même pas. Même C'est pas. toi qui as fait tout seul tout. Oui, mais j'ai décidé d'écouter. Non, mais c'est toi qui fais. C'est toi qui Oui, fais. c'est moi qui fais. Oui, c'est moi qui fais, c'est vrai. Mais Les autres, de toute façon, les autres, ils existent pas. Mais en même temps, ils existent. Tu es les autres et les autres sont toi. ouais, je vois un peu, je crois que je vois un peu ce que tu veux dire. Euh, on fait tout pour nous et c'est nous qui faisons les choix et dès qu'on a fait les choix, c'est pour nous et de toute façon, c'est à travers nous et qu'en fait, Et même, tout part de mais- nous. Ouais, oui. je vois le Et truc. même si tu penses que c'est à cause de l'autre, bah, de toute façon, tu es l'autre. Et l'autre est toi. Donc c'est pareil. Oui, ouais, ok, je C'est vois. ça quand je dis aussi qu'on vit ce qu'on doit vivre et que c'est tout, Ouais. Oui, 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 tout est oui, d'une oui. fluidité, Du coup, ça devient très, ouais, très, très fluide, auto-centré et tout, mais très, mais non, c'est pas ouais. autocentré. C'est les deux. Oui, c'est les deux, mais ça part, tout part de toi et c'est tes choix et ta vie et enfin, tout ce qui t'entoure, c'est toi. C'est ça qui est ouf. Ouais. Mais en même temps, toi, t'es quoi? T'es rien. Ouais. Oui, oui, oui. T'es tout. Ouais, je suis rien, mais je suis tout aussi. Hmm. Parfait. Eh ben, Mais faites de votre mieux. oui, il faut toujours Ah. faire de son mieux. Ce sera les derniers mots du podcast. Non, bah écoute, je pense qu'on a fait un bel épisode euh, qui est vraiment intéressant. Transhumanisme. Warhammer. Transhumanisme Warhammer. Moi, j'ai kiffé. Et ouais, franchement, si les gars, ça vous intéresse d'écouter des podcasts et de connaître un peu plus de l'univers des Warhammer, je vous mets en description une chaîne que je kiffe qui s'appelle Indomitus
40K, donc Warhammer 40 000, donc Indomitus 40 000. C'est une dinguerie. C'est un mec, il lit les livres et tout autour du lore. Il écrit des histoires et il s'enregistre en podcast durant 2 heures, 3 heures, et avec des musiques épiques, des images. Si vous kiffez, enfin, je vous le conseille. Moi, je kiffe. C'est du délice en bouche, dans mes oreilles quand je marche. C'est incroyable. Donc voilà ma recommandation pour ceux qui voudraient s'intéresser au Warhammer 40 000. Eh bien, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, merci Nico pour l'épisode d'aujourd'hui. Et à une prochaine. Au revoir.